Bonjour et bienvenue dans notre septième session Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle en temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains à travers la plateforme Zoom. Donc, 3 thèmes seront ici abordés durant les différents webinaires. Le couple et le coronavirus, garder une bonne santé sexuelle pendant les temps de pandémie grâce aux valeurs relationnelles, et le confinement comme possible terrain pour les violences. Tous les jours, nous accueillons un nouvel expert pendant 1 heure, le temps d'aborder un thème en cette période de confinement. Donc, je suis Georgina Lepoul, je suis à l'écoute de toutes vos questions durant ce webinaire. N'hésitez surtout pas à les poser à animatrice dans le chat. Elles sont évidemment anonymes, donc n'hésitez pas à participer. Le thème aujourd'hui, responsabilité et dompter ses pulsions. Le confinement que nous vivons actuellement, pardon, excusez-moi, il y a des petits bugs. Voilà, le confinement que nous vivons actuellement vise à réduire à son minimum le nombre de contaminations par le coronavirus. Sa réussite tient en majeure partie sur la responsabilité de chacun. Ici, la responsabilité consiste à accepter de limiter ses déplacements, de rester chez soi et de veiller à minimiser les voies de contamination pour soi comme pour les autres. Et ce, malgré notre ennui, nos frustrations et nos pulsions de rébellion. Mais la responsabilité, en période de confinement, ne se limite pas à un aspect et civique, se traduit aussi par un aspect sexuel, dont il va s'agir de discuter aujourd'hui. Donc, pour parler de cela et répondre à toutes nos questions, nous accueillons pour la 3e fois depuis le début des webinaires Intimus, le professeur Thierry Troussier, médecin de santé publique, sexologue, professeur de santé publique à l'université Paris-Diderot. Bonjour Thierry. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Georgina, merci pour Bonjour. cette introduction. Donc, comme d'habitude, on va commencer par poser le cadre. Thierry, qu'est-ce que la responsabilité sexuelle en période de confinement? À quoi renvoie-t-elle et que comprend-elle? Si vous voulez bien, on va commencer par qu'est-ce que la responsabilité sexuelle? Parce que qu'elle soit en période de confinement ou pas, elle doit toujours être exercée. Alors, ça renvoie à un précepte qui a été décrit par l'OMS en 2006 sur sa définition de travail de la santé sexuelle et qui dit que la santé et le bien-être sexuel et reproductif sont essentiels si on veut que les gens ou les personnes aient une vie sexuelle responsable, sûre et satisfaisante. Donc voilà, on dit, bon, soyez responsables si vous voulez avoir une vie sûre et satisfaisante. Et puis on dit aussi que finalement, ça s'éduque, la responsabilité, donc c'est pas inné. Et le meilleur moment d'éducation, c'est toujours dit dans le même texte, c'est au moment plutôt de l'adolescence. Alors, il s'agit d'un problème éthique qui peut se poser, parce qu'on peut dire, bon, ok, nous sommes tous des personnes responsables, donc ça va porter sur la morale, et on voit bien que très rapidement, on peut dire, bah, chacun a sa propre morale, et ça peut poser des problèmes. Donc, en fait, il va y avoir dans la responsabilité une négociation entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, voire le rôle de l'institution, de l'État, on voit là actuellement avec le Covid-19, de quel est le rôle de la responsabilité de l'État, et il s'exprime clairement par son président, Premier ministre et ministre de la Santé, ou directeur général de la Santé, puis ça nous concerne nous aussi à titre individuel de responsabilité de ne pas transmettre, de se protéger, de protéger ses proches. Donc on voit bien que la responsabilité, c'est une négociation. Et donc, je voudrais terminer juste cette petite entrée sur la responsabilité. C'est cette définition donc est censée ou pourrait être normative parce qu'elle s'inscrit dans un système de valeurs, celui du bien-être. Mais elle se veut non dirigiste quand ça a son contenu précis des normes découlant de ce système dans la mesure où on respecte la responsabilité de l'individu en fonction de sa culture et de son environnement. Et évidemment, tous et toutes, nous avons des cultures, des environnements et une éducation, notamment personnelle, familiale, qui ont été différentes. Donc, pas de normes proprement dit, mais certainement, nous le verrons après, des négociations et une communication. Et quel est le lien entre le bien-être et la responsabilité sexuelle?
le lien entre le bien-être et la responsabilité sexuelle, c'est que de façon naturelle, quand on est responsable vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son entourage, notamment de son partenaire sexuel, puisqu'on parle du bien-être sexuel, l'objectif c'est de la maximalisation du bien-être sexuel et la diminution du mal-être. Et donc, pour favoriser le bien-être, eh bien, on est obligé d'avoir des comportements responsables, qui veut dire une éducation qui nous a informés sur les prises de risques. On est obligé, il est certain d'avoir un comportement qui est aussi autonome. Et cela pose des soucis sur l'histoire de l'autonomie. Mais là, on pourrait parler de la minorité sexuelle, de la majorité sexuelle et des nuances qu'il peut y avoir. Et puis ensuite, c'est après responsabilisation, autonomie, c'est en être sécurité. Donc, avoir des rapports sexuels sécuritaires, c'est avoir des enfants quand on désire, avoir des grossesses désirées. Donc, ça fait partie de la responsabilité de ne pas transmettre et de ne pas être contaminé. On voit bien que ça fait partie de la responsabilité. Là, il s'agit d'infections sexuellement transmissibles. Et puis de notre responsabilité, et on va y revenir certainement de nombreuses fois, mais je pense qu'à chaque webinaire, nous y revenons, et malheureusement, c'est une réalité, eh bien, dans l'histoire de la responsabilité, l'histoire de la violence. Et donc, nous devons gérer nos propres pulsions pour ne pas céder à des comportements violents vis-à-vis de son partenaire ou vis-à-vis de son entourage. Donc, on voit bien que c'est en lien avec le bien-être sexuel. Très bien. Vous avez parlé dans votre introduction de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. Donc, à quoi renvoient ces responsabilités quand elles sont en lien avec la sexualité et le relationnel? Alors, la responsabilité individuelle, on l'a déjà un peu vu, c'est d'abord se respecter. Donc, c'est forcément en lien avec des valeurs qui nous appartiennent. Alors, le respect de soi-même et le respect de son ou sa partenaire, c'est éviter tous les préjudices physiques, voire émotionnels, physiques de par nos comportements, émotionnels de par notre langage, non verbal ou verbal, qui a un impact d'abord vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis de son ou sa partenaire ou de sa famille. J'ai parlé de garantir que la grossesse ne survienne que lorsqu'elle est bienvenue et qu'on a envie d'engendrer et d'avoir des enfants, d'avoir une tolérance sur les différentes diversités des valeurs sexuelles. Alors, d'abord avec son partenaire, qui soit réel dans le même espace ou qui soit virtuel. Donc, c'est négocier, parler, échanger pour bien s'assurer que les valeurs sont semblables ou pas semblables et d'exprimer comment elles peuvent s'exprimer différemment, surtout en période de confinement. Alors, qui dit aussi le respect des diversités, dit le respect et la non-discrimination vers l'orientation sexuelle, l'identité de genre, globalement l'identité sexuelle. Le rôle de la communauté ou des institutions est différent. D'abord, c'est qu'on doit, comme les objectifs de développement durable 2030 nous l'insistent, mais ceux d'avant aussi, les objectifs du millénaire 2015, c'est une éducation à la sexualité pour toutes et pour tous qui soit accessible, compréhensible en fonction de l'âge et en fonction de la culture. Ensuite, qu'il y ait des soins qui puissent être pour tous et tous aussi adaptés en fonction des différents soins en lien avec la sexualité, en lien avec la reproduction. Et donner la possibilité d'avoir des choix appropriés en matière de sexualité, par exemple le mariage, ne pas être forcé à se marier, ou de reproduction, choisir le moment où on veut avoir son enfant. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'absence de stigmatisation, c'est l'État qui doit faire des lois et qui doit, quand il y a des délits, avoir des sanctions, des violences aussi, des lois et des sanctions, mais les violences, qu'elles soient fondées sur le sexe, la race, l'appartenance ethnique, les religions et l'orientation sexuelle. Vous voyez que c'est très large et on voit bien que c'est bien un dialogue, une négociation
qu'il va y avoir entre la valeur de l'individu, les valeurs de l'individu acquises le plus souvent, soit par une éducation que l'État a donnée, soit en intrafamilial et intracommunautaire, et les valeurs que met en place l'État pour les faire respecter, donc les droits, les lois qui sont opposables. D'accord. Quelqu'un me demande quand est-ce qu'on apprend à devenir responsable sexuellement et relationnellement? Est-ce que c'est en lien avec la majorité sexuelle ou avec l'éducation qu'on peut recevoir ou les expériences? Les deux sont, alors on pourrait dire à la majorité sexuelle, mais on pourrait dire qu'un enfant, avant l'âge de 3 ans, entre 2 et 3 ans, après les 1000 jours d'accompagnement de l'enfant à, à un développement psychosexuel, psycho-émotionnel et social que l'on a, c'est-à-dire qu'on commence dès la grossesse au 4e mois jusqu'à peu près les 2 ans, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est apprendre petit à petit à être conscient de ses actes et à avoir une certaine responsabilisation par rapport aux valeurs que l'on veut transmettre à l'enfant. Bien évidemment, l'âge de raison, parce que ça nécessite la responsabilité, nécessite de négocier avec sa raison, avec, entre ses pulsions, son ça, et puis la réalité qui va être la raison, et donc il va falloir une négociation. Cette négociation commence à se faire dès l'enfance, pas la petite enfance, mais dès l'enfance, et se poursuivra et devrait arriver à une certaine maturité avec un accompagnement à domicile qu'on pourrait dire sécuritaire, apporté par les parents, et en complément par chez nous, en France, par l'enseignement, devrait arriver à un résultat au moment de l'adolescence où on est capable d'être responsable de ses actes et que j'ai décrit tout à l'heure, notamment par rapport à la sexualité. D'où après, ça aboutit à cette notion de minorité sexuelle qui devient une majorité sexuelle à 15 ans et un jour, mais qui ne devient pas encore la majorité tout court, puisque la majorité est à 18 ans, et que ce passage entre 15 et 18 ans de majorité sexuelle est réalisable ou réalisé dans certaines conditions, avec des possibilités de relations avec des majeurs, mais sous condition que ce ne soit pas avec un lien qui soit hiérarchique ou un lien éducatif entre le jeune majeur ou le jeune majeur sexuel et son ou sa partenaire. Merci pour cette réponse complète. Pour en venir à la deuxième partie de l'intitulé de notre webinaire, que sont les pulsions sexuelles exactement? À quoi renvoient-elles et de quoi relèvent-elles? Les pulsions sexuelles. Bon, les pulsions sexuelles, c'est ça. Sont bien connues, est un terme, je pourrais dire, freudien, donc du début du 19e siècle, etc. C'est plutôt, donc, chacun d'entre nous ont des pulsions. Et Freud préférait parler de pulsions que l'on refoule, parce que, bien évidemment, on ne peut pas toutes les faire ou même simplement les réaliser. Alors, ça va créer une certaine forme de symptômes névrotiques. Une névrose n'est absolument pas une maladie. C'est un caractère, évidemment, une névrose tournée vers soi-même. Et à partir de rêves ou de fantasmes, eh bien, voire parfois d'une conduite au quotidien que l'on peut avoir, mais qui nous surprend par notre réaction, par notre pulsion de vie ou notre pulsion mortifère, on va voir ça dans un instant, arrive comme une éruption dans la vie consciente. Et donc voilà, premièrement, la pulsion, donc, c'est une notion que l'on refoule. C'est différent de l'instinct. Hein. La pulsion, donc, ce désir inconscient et permanent qui nous entraîne à certaines actions ou pas, fonction de la négociation qu'on va avoir avec ces pulsions pour ou ne pas les réaliser. C'est en principe positif. Une pulsion, elle produit une charge d'énergie qui met le corps dans un état d'excitation
et qui ne pourra être réduit que lorsqu'elle aura été accomplie, par exemple, d'une façon ou de l'autre. Ce qui fait qu'on peut accomplir ces pulsions différemment en période de non-confinement qu'en période de confinement. On y reviendra tout à l'heure, c'est le lien. Responsabilisation, pulsion, et la problématique, c'est notre confinement. Mais peut-être que tous ceux qui nous écoutent là actuellement pourront nous poser des questions sur le lien étroit qu'il peut y avoir. Donc il existe deux types de pulsions, mais qu'on connaît bien. Donc les pulsions de vie, qui sont le plus souvent des pulsions sexuelles, puis des pulsions mortelles, mortifères, qui sont dangereuses pour soi, mais souvent pour les autres, et qui risquent de conduire à des délits. Voilà ce que je dirais pour une introduction aux pulsions. Donc la pulsion n'est pas équivalente à la spontanéité. Et concrètement, quel type d'action, comment elles peuvent différer dans les actions qu'on peut mener sur une pulsion différente d'une action menée sur la spontanéité? Alors, il ne faut pas non plus se priver de toute spontanéité qui est absolument créative. Et la pulsion, comme j'ai dit, est une énergie qui peut être totalement créatrice et artistique. Et nous pourrons le voir, par exemple, dans la sexualité. La pulsion, la créativité, la spontanéité sert énormément à l'érotisme dans la relation à l'autre. Mais si spontanément, sans réfléchir ou sans trop réfléchir, on cède à toutes ces pulsions, bien évidemment, il y en a certaines qui ne seront pas réalisables, concrétisables, parce que ne pourront pas être en harmonie, tout simplement, avec l'environnement dans lequel on est, que ce soit humain ou qu'il soit spatial, voire temporaire. Voilà. Alors là, j'ai une question. Comment prendre soin et gérer ses pulsions sexuelles très fortes et ses besoins en termes de sensualité et de sexualité quand le confinement est là, quand on est célibataire et quand même la masturbation est plutôt source de frustration que de soulagement? Alors, la notion de célibataire, je pense que beaucoup de personnes peuvent être ce qu'on appelle célibataire, quelqu'un qui vit seul pendant cette période de confinement. Voilà, je pense que je vais la présenter comme ça. Ici, je ne réponds pas aux questions de célibataire, que la personne me précise ce qu'elle entendait. En effet, quand on est seul et qu'on a des pulsions, peut-être que de façon habituelle, hors période de confinement, eh bien, on peut avoir d'abord réaliser de faire du sport à l'extérieur de façon active, rencontrer des amis ou des nouveaux partenaires qui peuvent, avec la chance ou le risque d'une aventure qui peut commencer et se terminer. Donc, il y a beaucoup d'activités possibles à l'extérieur de chez soi que l'on fait habituellement. Là, malheureusement, nous sommes tous confinés. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'aller sortir et courir, et rencontrer, aller au bar, au café, au restaurant, au cinéma, au théâtre, à l'opéra, etc., etc. Voire simplement vaquer à son travail et possiblement rencontrer des personnes. Donc, ces solutions qui sont souvent en place par rapport à ces pulsions, ces envies, dont on essaie de trouver la possibilité de les réaliser, eh bien là, ne sont pas réalisables en l'état. Ni pour les célibataires, ceux qui sont isolés, et souvent pas pour les couples non plus, mais parlons que des personnes isolées. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste aujourd'hui cette possibilité de l'imaginaire, du rêve, des fantasmes, qu'ils aient un support ou pas imagé avec images vidéo, lecture, bande dessinée et autres séances musicales de détente ou potentiellement des automassages ou du yoga, du qigong, etc., que l'on fait à titre personnel pour pouvoir s'apaiser et trouver des solutions par rapport à ces pulsions. Ensuite, il y a ce qui me semble le plus évident, mais pas forcément partagé par tous, tout simplement des pratiques auto-érotiques qui de toute façon existaient avant le confinement et qui peuvent perdurer pendant le confinement.
sans pour cela devenir addict et s'empêcher d'avoir des liens aux autres en s'auto-satisfaisant simplement par une auto-érotisme. Alors là, j'ai plusieurs questions sur la place des facteurs exogènes extérieurs sur les pulsions et peut-être les liens qu'il y a à faire. Quelqu'un qui me pose la question du lien avec l'énergie qu'on peut dépenser, l'énergie physique. Est-ce que c'est un lien sur les pulsions? Et quelqu'un qui me pose la question de la place de l'inconscient dans les pulsions et le couple. Mais là, ça emmène une autre dimension encore. Oui, alors d'abord, bien sûr que le fait que l'on soit confiné, comme je l'ai dit, qu'on soit seul, en couple ou en famille, eh bien, nos solutions habituelles pour résoudre nos pulsions ne sont pas réalisables. Je donnerai l'exemple le plus simple, c'est qu'à partir de l'enquête de la sexualité des Français, ceux qui ont un partenaire stable, dans près de 40 à 42% des cas, ont eu un ou une partenaire extra-couple dans l'année, quelle que soit la fonction de cette relation extra-couple, bien évidemment, elle peut répondre à des pulsions, à des envies, à des façons de réguler et de s'équilibrer. Là, en période de confinement, eh bien, cette possibilité devient impossible de façon réellement physique, peut le rester de façon virtuelle, et donc pose bien évidemment des questions de comment s'y prendre. Et comme je l'ai très bien dit, c'est comme l'alimentation, la sexualité, le sport, l'activité physique régulière est une forme de régulation de cette forme de pulsion, notamment de pulsion sexuelle. Et tout ce qui est la méditation, le yoga, le qigong ou autres pratiques d'arts martiaux que l'on peut faire chez soi. Et il y a de nombreux tutorats actuels qui sont gratuits à la disposition de tous pour s'initier et trouver un moment d'équilibre par rapport à cette énergie que la pulsion a développée dans nous. Voilà, c'est donc pas l'objectif n'est pas c'est de la canaliser, mais pas seulement de la canaliser, c'est de pouvoir trouver des solutions possibles. Alors ensuite, l'autre question qui était posée concernant les pulsions, c'était en couple, c'est ça la dernière. La place de l'inconscient dans les pulsions et dans le couple. L'inconscient de la pulsion, c'est les différentes images que l'on peut avoir de la notion d'éros. Eros, ce dieu grec, est le dieu de l'amour, c'est le dieu de la pulsion de vie, c'est la pulsion du désir, c'est la passion qui nous anime, c'est l'aller vers, c'est ce qui change du jour au lendemain de toute notre vie ou d'une heure à une autre, c'est la rencontre. Alors, bien sûr qu'il y a l'éros narcissique, donc la rencontre vis-à-vis de soi-même, qui est aussi une énergie, mais il y a l'éros en direction de l'autre. Et donc, il y a toute une partie de nous-mêmes qui n'est pas conscientisée et dont l'inconscient peut se manifester, comme je l'ai déjà dit dans un précédent webinaire et que Joël a aussi dit dans un précédent webinaire, c'est que le désir a une part d'inconscient certainement due à des notions d'épigénétique, des notions qui nous viennent d'empreintes ontologiques, intrafamiliales, peut-être des entendus, une éducation qui n'était peut-être pas dissible, mais que l'on comprenait de cette façon-là, fait qu'une grande partie de l'inconscient va effracter dans la vie quotidienne notre sexualité. Ça va en faire aussi la richesse, bien évidemment. Ça peut en faire
la destruction quand celle-ci n'est pas contrôlée, l'addiction, ou quand celle-ci est violente, ou quand celle-ci ne est réalisée et ne correspond pas à ses propres valeurs, au propre sens que l'on souhaite donner à sa vie. Je reviendrai peut-être si les questions sont posées là-dessus. Alors là, j'ai quelqu'un qui fait le lien entre l'inconscient et la responsabilité et qui demande si le déni n'est pas un mécanisme de l'inconscient qui mène à une irresponsabilité, en parlant par exemple de Trump et de Bolsonaro qui sont dans le déni de la situation, qui agissent d'une manière qui peut être perçue comme irresponsable vis-à-vis de leur population. Si vous voulez bien, d'abord, je ne vais pas m'engager sur un plan des attitudes politiques, que ce soit outre-Atlantique, outre-Manche ou à l'intérieur de chez nous. On voit toujours beaucoup la paille à l'extérieur et parfois pas la propre poutre que nous avons chez nous. Donc, je ne vais pas m'engager sur cette notion simplement de déni, mais le déni, c'est aussi une forme de sauvegarde par rapport à sa vie, quand on n'a pas de solution ou quand la pulsion est mortifère. Et donc, s'empêcher, et on l'a entendu à la télé de la part de notre Premier ministre, s'empêcher d'avoir des émotions négatives, d'être pessimiste, ce n'est pas être en déni d'une crise ou d'une problématique que l'on peut rencontrer, c'est d'avoir un esprit d'ouverture positif et créatif, ce que nous lui souhaitons tous et toutes, pour faire face à cette crise. Eh bien, la façon pédagogique qu'a le gouvernement actuellement de nous accompagner dans cette crise, faisons-le à l'intérieur de notre couple, qu'il soit en réalité ou qu'il soit en virtuel. En effet, nous ne pouvons pas être dans le déni par rapport à nos envies et nos pulsions. Nous devons donc les expliquer. Donc, c'est une histoire de communication avec l'autre dans le présent, être en communication avec soi-même, vraiment, et être en résonance avec ces pulsions, ou du moins celles que nous percevons, car on ne les perçoit pas toutes. Et quand nous les percevons, si on pense que c'est important et nécessaire en période de confinement d'en parler avec son ou sa partenaire, eh bien prenons les moyens de le faire, prenons le temps de le faire à un moment ou à un autre qui permettra de faire de la prévention des violences aussi. Mais on pourra peut-être venir sur la notion d'agressivité, de violence plus tard. Très bien. Là, est-ce qu'on pourrait parler peut-être des différences entre entendre et écouter qui peuvent être importantes, surtout en période de confinement dans le couple? Oui, alors, entendre, par exemple, j'entends le bruit qui m'entoure comme un environnement passif auquel je prête parfois attention, encore faut-il que je sois actif, que j'écoute, mais le plus souvent, ça fait partie de notre environnement. Et là, actuellement, je vous écoute, Georgina, et j'écoute les questions qui me sont posées, c'est-à-dire que je suis dans une attitude active, dirigée vers vous, vers les questions, je tente de les reformuler, je tente de percevoir aussi les émotions qu'il y a derrière ces questions, ces angoisses, ces attentes, ces doutes, ces perspectives, ces rêves que l'on souhaiterait avoir. Je regarde aussi votre langage non verbal quand vous posez les questions. Tout ça est tout un ensemble pour essayer de tenter d'avoir des réponses. Il n'y en a aucune qui sont scientifiquement fiables. Elles sont toutes discutables parce que souvent basées sur des concepts et des préceptes qui peuvent être discutés et dialogués en fonction de nos croyances, de nos cultures, de notre philosophie, de notre éducation, du savoir que l'on a dans tel ou tel domaine. Donc en plus, rien n'est figé. Donc j'essaye simplement de donner des petits coups de pinceau et de peinture pour que chacun d'entre nous puisse se faire sa propre idée
une idée autonome dans laquelle ils se sentent en sécurité par rapport aux questions qu'ils ont pour vivre une vie la plus satisfaisante possible en période de confinement. D'accord. Alors là, je reçois une question directement en lien. Est-ce qu'il faut toujours être en posture d'écoute et se centrer sur l'autre pour entendre, écouter ses émotions et trouver des solutions qui lui conviennent? Ou est-ce qu'on peut avoir des moments égoïstes où nos besoins priment parce que en cette journée est plus difficile pour nous pour X raisons? Donc, si je résume, est-ce que l'écoute peut être à tour de rôle ou doit-elle être en permanence réciproque pour fonctionner? Bon, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ça la question. Moi, j'ai entendu que soit on est dans une relation à l'autre, on est tourné vers l'autre, et vraisemblablement là, ça va créer une réciprocité parce que l'autre va renvoyer aussi des questions et il va donc se tourner vers nous. Mais il y a aussi une écoute égocentrée, c'est-à-dire s'écouter soi-même. S'écouter soi-même, eh bien, c'est très important. Qu'est-ce que je vais écouter dans moi? Je vais écouter plus ou moins mon inconscient le matin, parfois mes rêves, parfois mes fantasmes, mes rêveries, etc., qui peuvent arriver, mes envies, une image qui est fracte et qui me fait penser à quelque chose dans la journée. Bon, ça, donc c'est l'écoute à l'intérieur de moi de choses qui arrivent dans ma vie. Et puis, je vais écouter être responsable, écouter ma raison. Est-ce que l'un doit l'emporter sur l'autre? Non, l'un doit être en médiation avec l'autre. Donc, je vais médiatiser cette relation. Et donc, avant de m'adresser à mon partenaire, à ma famille, à la personne avec laquelle je souhaite communiquer par téléphone, par d'autres systèmes de réseau social, je vais bien évidemment d'abord m'écouter moi-même, écouter ce qui résonne dans moi et les émotions que cela crée dans moi, ne serait-ce que pour pouvoir parler auprès de ma partenaire, d'abord de mes émotions, de ce que je ressens, pour lui dire, bon, il me semble que voilà, ça vient de là, ma frustration, mon doute, ma colère, mon épuisement. Donc je vais parler de mes émotions personnelles avec l'autre et ensuite on va tenter de voir avec son ou sa partenaire, quand on en a, comment on peut trouver des solutions qui ne sont forcément pas du tout les mêmes que celles habituelles. Alors là, j'ai plus une intervention qu'une question. Quelqu'un qui À la apparemment... vôtre, je prends un petit café. Parce Allez-y, qu'on allez-y. on est un peu en décalage. Allez-y. Donc, quelqu'un qui apparemment est dans une posture d'écoute et de conversation, mais qui me dit, quand j'écoute mon partenaire, j'ai l'impression que nous n'avons plus les mêmes valeurs, alors que jusque-là, ce n'était pas le cas, au contraire. Mais nous ne voyons pas le confinement de la même manière et j'ai peur des impacts. Oui. Alors, voir le confinement d'une certaine manière et de ses impacts, c'est-à-dire avoir sa propre idée ou en fonction de tout ce que l'on lit et qu'on voit sur les réseaux, ça appartient à chacun de nous, ça fait peut-être la richesse un peu de la discussion. Et de toute façon, comme vous le voyez sur tous les réseaux, soufflez, tout est dit dans un sens ou dans l'autre. Le dernier, c'est que si vous commencez à tousser ou vous sentez que ça vient, il faudrait prendre votre sèche à cheveux et mettre dans vos narines pour que le virus soit détruit. Bien, trêve de plaisanterie, bien évidemment. Tout ça peut faire partie de dialogues et discussions. Et après, certains d'entre nous vont être extrêmement rigoureux et stricts sur l'hygiène, le confinement et la non-possibilité de se contaminer. Moi, je suis plutôt de ce bord-là, sincèrement, parce que je pense que dans la mesure où on ne sait pas où on va, c'est très dangereux, vraiment très dangereux. Et donc, j'ai vraiment une très grande rigueur sur les barrières, puisque je n'ai pas de moyen de me dépister, comme tout le monde. Je n'ai pas le moyen de me traiter non plus de façon efficace. Donc, le seul moyen, c'est les barrières. Et quand on n'a pas de barrière, pas de masque, pas de gants, pour certains d'entre nous, eh bien, la barrière, c'est
rester chez soi et que sa partenaire et sa famille restent chez soi. Bon, voilà. Donc ça, on peut être rigoureux. Et puis, il y en a un autre qui va dire, moi, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à faire de tout ça, j'ai toujours été libre, il m'est jamais rien arrivé. Et voilà, il va avoir une vie complètement différente et il va y avoir forcément une difficulté. Pourquoi? Parce que l'un risque de mettre en risque de contamination quand il revient de sa sortie extérieure avec sa prise de risque, la personne qui veut se protéger pour X raisons. Vous voyez que déjà, c'est pas des valeurs, ça. La valeur est une responsabilisation de l'environnement dans lequel je vis. Voilà, ça va toucher la responsabilité, mais ce sont des attitudes différentes. Les uns sont des attitudes d'évitement, des attitudes insécures, et d'autres ont plutôt des attitudes de sécurisation. C'est des caractéristiques que l'on a acquis dans la petite enfance, et on a des réactions différentes. Ok, les valeurs, c'est, à mon avis, autre chose. Les valeurs, si vous vivez ensemble depuis quelques années ou mois et que vous avez dialogué en dehors du langage non verbal, c'est-à-dire avec vos corps, de qui vous êtes, d'où vous venez et où vous souhaitez aller, vous avez certainement partagé des valeurs communes, il faut les rechercher. Et ces valeurs de respect, ces valeurs d'autonomie, ces valeurs d'égalité, d'équité, eh bien, vont se retrouver dans une synthèse sur la notion de responsabilité. Donc, au lieu de dire « je ne suis pas d'accord avec ta façon de vivre », réciproquement, mais heureusement que l'un est comme ça et l'autre est autrement dans la vie, ce qui permet que dans la vie de tous les jours, quand il n'y a pas de confinement, la richesse certainement de ce couple. Là, le problème, c'est que le confinement rentre, on a une contrainte qui est réelle. On a deux personnes qui ont un caractère et qui ont une façon de vivre différente. Eh bien, c'est un grand moment de rencontre. C'est un grand moment de dialogue. Et je ne pense pas que c'est les valeurs qui sont mises en question. C'est plutôt la caractéristique de l'un et de l'autre et qui fait peut-être la richesse de ces couples. Mais donc, il va falloir dialoguer et discuter et non pas dialoguer peut-être comme on fait toujours, simplement entendre sa partenaire quand elle parle son blablabla, mais c'est de réellement écouter quelles sont les attentes de l'autre, quelles sont les émotions de l'autre, où l'on est et réciproquement, parce que ce n'est pas que dans un sens. Il n'y a pas de domination à avoir, et même si j'ai une rigueur, et peut-être dans mon entourage, j'ai encore plus rigoureux que moi, vous voyez. Donc, la rigueur n'a pas parfois des limites, il faut faire attention de ne pas être rigide, par contre, et de pouvoir céder à certains moments à un brin de fantaisie, à condition de ne pas mettre en danger ni soi-même, ni son environnement. Mais j'ai un témoignage qui va dans ce sens. Depuis le début du confinement, mon partenaire et moi passons notre temps à, désolé du vocabulaire qui suit, mais à s'engueuler. Rien de grave, j'ai juste peur que ça finisse par entacher notre couple. Mais finalement, est-ce que être en désaccord et l'exprimer, c'est pas aussi tout simplement communiquer? Être en désaccord, c'est beau. Non, c'est important. Les crises de ménage en période de confinement, allez-y. Ce n'est pas de la violence. Donc, je fais vraiment une grosse différence entre être violent, et ça, c'est souvent unilatéral, et c'est dépasser ce qui est acceptable, c'est la notion d'agressivité. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'Eros. On est ensemble, là, l'un face à l'autre, l'un dans l'autre. 1 + 1 = 1. Qui? Toi? Moi. Ah, à tour de rôle, peut-être, d'accord, mais ça, c'était dans la vie de tous les jours, à tour de rôle. Là, en confinement, je vois pas bien le tour de rôle quand est-ce qu'on va le prendre. On prend des horaires, toi la nuit, moi le matin, l'après-midi. Enfin, bien sûr qu'on peut jouer. Mais vous voyez que là, on va être en difficulté. Donc, et puis, surtout, la passion, donc on va s'en défendre, on va faire un déni, on va la refouler, et donc on va refouler le corps de l'autre, on va refouler la sexualité de l'autre, on va s'y désintéresser en disant il y a d'autres priorités aujourd'hui, mon travail, mon stress, parce que je ne suis pas sûr que mon entreprise puisse reprendre, etc., etc. Tout le monde n'est pas salarié, et il y a ceux, et puis il y a des petits artisans, et puis il y a des libéraux. Donc, et ça fait quand même partie d'une grande partie de la population. Donc, il y a des soucis et le fait dans Eros, donc je reviens, le fait de se retrouver avec son ou sa partenaire en face de soi,
Eh bien, être agressif, juste ce qu'il faut, se positionner, juste ce qu'il faut, permet de redécouvrir le corps et le langage et le logos de l'autre, permet de remettre en place le désir et la notion de sexualité. Ça fait partie d'un équilibre. Donc, si on est en période de confinement et qu'on a un peu plus d'engueulade, comme le mot a été employé, ou un peu plus de scène de ménage, je vous rappelle que quelque part, il y a un oreiller et que très souvent, dessus ou en dessous de l'oreiller, beaucoup de choses se réparent parce que justement, le fait de ne pas partager la même idée, le fait de ne pas partager le même comportement, oblige à se découvrir un peu plus par rapport à l'autre et donc à provoquer une certaine forme de désir qui est donc positif dans la fonction érotique d'un couple tel qu'on a parlé dans un autre webinaire. Absolument. Les autres webinaires Ça, à c'est les retrouver pulses, ça. C'est des sur pulses, ça. la Il faut chaîne y aller YouTube. sur les webinaires. Et c'est amusant parce qu'avec Joël, on a pensé tout ça, on a pensé ça comme des pulses. C'est vrai que tout, parce que chacun a des points de vue différents. Joël, elle est psychologue. Notre sage-femme Marie-Noël, hier, était différente. Pierre est psychanalyste de couple. Donc, on a tous des approches, bien évidemment, complémentaires. On pourrait même s'engueuler, mais c'est ce qui est agréable. C'est d'avoir des avis différents, des approches qui ne sont pas les mêmes et qui nous permettent donc un dialogue et de se redécouvrir à chaque fois et surtout d'avancer soi-même. Car j'apprends toujours de Pierre, de Marie-Noël, de Joël et de beaucoup d'autres, et de vous tous, ne serait-ce que dans la clientèle. Oui, donc je vous propose de retrouver les vidéos des anciens webinaires sur la chaîne YouTube de la chaire Santé sexuelle et droits humains de l'UNESCO. Et je vous propose à vous, Thierry, de commencer à conclure en envoyant votre diapo. D'accord, je ne savais pas qu'il était si tard. Aïe, 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 déjà. Et si, c'est tellement Et oui, intéressant qu'on ne voit pas le temps filer. aïe, 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 je n'ai même pas regardé l'heure. On ne voit pas l'heure quand on Je, est là. je Ah, vais donc, je essayer vous un laisse, petit partage d'écran. d'accord, je vous laisse partage d'écran avec tout le monde. Merci. Hop. Donc à tous, en attendant que l'écran arrive, aujourd'hui j'ai choisi de faire un voyage avec Magritte. Écoutez, c'est mon inconscient cette nuit qui m'a fait au petit matin. Je voyais des grelots, mais je me dis mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Bien évidemment. Magritte n'était pas très loin dans mes pensées, et c'est ce matin que j'ai conçu ce petit diaporama avec Magritte. Alors on commence avec cette peinture de Magritte qui est, comme vous le voyez, qui s'appelle La condition humaine. Alors, Magritte, il faisait des brainstorming, vous savez, pour trouver le titre à ses tableaux avec ses copains, ses copines. Et c'est comme ça qu'il appelait ça la condition humaine. Alors, pour moi, la condition humaine, ben, on est où? On est à l'intérieur de soi, à l'intérieur de la grotte, vous voyez. On a une vue comme si vous étiez à l'intérieur de votre boîte crânienne, de la partie consciente, inconsciente, connue, inconnue, que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'énergie, il y a du feu que l'on voit, enfin pour moi, je vais dire à gauche, donc ce feu que l'on voit, qui est l'énergie vitale, la pulsion, et on voit à l'extérieur, donc un tableau dans lequel là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux pentes de montagne, il y a un château là-bas au fond, et tout ça, c'est un tableau sur un paysage. Donc le paysage est assez restreint, parois rocheuses, une maison qui est quand même centrale dans le tableau, donc qui pourrait s'interpréter comme l'objectif de vie, de procréation, d'existence, et puis un ciel qui est là vraiment très très clair. Ce tableau était, la plupart des tableaux qui sont là sont des photos que j'ai prises au centre Georges Pompidou quand il y a eu l'exposition de Magritte. Donc, je vais vous présenter maintenant très rapidement, donc revenir, vous le voyez, sur la notion de responsabilité sexuelle qui est inscrite dans la définition de travail de l'OMS. Je ne vous la redis pas, mais l'objectif, c'est d'avoir une relation autonome, sûre et satisfaisante. Et l'objectif, c'est de maximaliser, évidemment, le bien-être. J'insisterai plus sur les tableaux dans un instant. Voilà.
Qu'est-ce que ça comprend? Ben, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a donc les responsabilités individuelles qui vont se négocier avec les responsabilités sur le plan collectif, institutionnel, et les valeurs qui vont être mises en place. Parce que je n'ai pas envie de lire ce que vous pouvez lire ou vous relirez si vous voulez voir les diapositives plus tard. C'est les valeurs individuelles ne sont pas forcément partagées avec les valeurs collectives ou institutionnelles. Je dirais que les valeurs individuelles vont être négociées, et c'est un peu la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, de négocier peut-être certaines valeurs avec son ou sa partenaire et les transmettre à ses enfants. C'est le moment ou jamais de s'occuper de l'éducation aux différentes valeurs intrafamiliales qui nous appartiennent à chacun d'entre nous. En les pulsions sexuelles, eh bien, je vous ai parlé de la pulsion refoulée, de son symptôme névrotique. Ce n'est pas un instinct, hein, puisque c'est un désir inconscient. Cette pulsion est plutôt produit une charge d'énergie. Je vous ai dit, il y avait deux types de pulsions, la pulsion de vie et la pulsion de mort. On les a les deux à la fois, hein, plusieurs fois par jour. Vous avez ces types de pulsions, ils doivent être équilibrés. C'est le moment, quand on peut, et quand on se tourne vers soi-même et qu'on s'écoute, eh bien, de percevoir ces différentes formes de pulsions que l'on a à l'intérieur de soi. L'écoute, bah, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est être actif vis-à-vis de l'autre. Et je reviendrai tout à l'heure, qu'est-ce que l'on entend par une écoute active, et ce n'est pas seulement entendre qui est un acte passif. Bien, donc maintenant on va avoir une série de tableaux et puis quelques textes à côté. Je ne vais pas spécialement lire les textes, mais finalement, ce confinement, c'est un grand rendez-vous. D'abord avec soi-même, et puis avec l'autre, avec lequel on est dans le même lieu, ou l'autre avec lequel on est en relation via le virtuel. Alors là, vous voyez, on est hors de la grotte. Bien. Le paysage a changé derrière. Un petit peu, là, du côté de la gauche, vous avez de la verdure, vous avez une rivière, comme la vie, qui serpente entre la verdure et les montagnes. Et devant, ben, vous avez un miroir. D'abord, c'est son propre miroir. Il a des yeux, une bouche, à l'évidence, ce miroir avec ses perles est féminin. Et c'est le regard vis-à-vis de soi-même, qu'on soit homme ou femme, sur peut-être ce qui nous renvoie de nous-mêmes. Et il est très sensuel. Il nous perce avec ses yeux. Ce miroir est à l'extérieur de la grotte. C'est-à-dire qu'on est tous conscients de ce que l'on peut percevoir à travers un miroir. Au fond de la grotte, vous avez des symboles, et chacun peut les interpréter de façon différente, et malgré qu'il n'imposait aucune symbolique particulière qui soit normée. Pour ma part, mon interprétation du symbole de l'oiseau, c'est un symbole féminin qui est volage. Il vole, insaisissable, ce qui est le propre de la féminité, la flexibilité, le fait du voyage. Ensuite, le symbole du calice, c'est le Graal, évidemment, à travers lequel va se transmettre le sang, transmettre la vie, transmettre le sens à la vie, non pas le sang à la vie. Les deux symboles du haut, l'oiseau et le calice, sont des symboles féminins. Les deux symboles en bas sont des symboles de type masculin. La clé qui permet d'ouvrir, de comprendre son conscient, son inconscient, ou pourquoi d'autres secrets aussi. La clé, c'est aussi fermer, avoir des secrets vis-à-vis de soi, et la pipe. La pipe, ça ne correspond pas à une pipe. C'est l'objet que peut représenter une pipe, et chacun peut l'interpréter ce qu'il veut. Il n'interprète pas la pipe, il interprète l'objet qu'il voit et qu'il ressent. Et pour moi, pour ma part, cet objet est un objet plutôt de la pensée. Je pense, donc je suis. Une pipe, par exemple, c'est quelque chose qui me revient de l'enfance de mes grands-parents qui fumaient la pipe. La pipe, c'est aussi une histoire de temps, de temporalité, parce que ne se vit pas d'un seul moment.
Voilà. Et on peut dire beaucoup d'interprétations. Et comme vous le voyez à côté, eh bien, c'est cette rencontre. Donc la rencontre entre quoi et quoi? Entre ce paysage, et j'avais oublié le ciel avec ces nuages, et donc l'imaginaire et le rêve, évidemment. Donc le paysage, la vie, le miroir vis-à-vis de soi, et notamment, plus particulièrement, ce regard que cette femme ou cet homme porte dans moi, et ses lèvres maquillées, qui peut être autant homme que femme aujourd'hui, et puis à l'intérieur de notre grotte consciente et inconsciente. Le couple, grand mystère, Eros. Et donc j'ai choisi les amants, et on est en pleine période de surréalisme. Alors, vous voyez que c'est pas avec une très grande réalité, hein, d'une part, et à la fois, c'est une représentation surréaliste où chacun peut interpréter ce qu'il veut dedans. Mais pour moi, pour ma part, j'y vois toute la notion de l'éros, de la passion, du 1 puissant qui peut faire 1, ou alors du 1 puissant qui peut faire 3. Regardez ce que l'on voit dans ce cadre. Eh bien, il y a lui, il y a elle, on imagine, un homme, une femme, il y a une cravate. Enfin, c'est assez, je dirais, typé au point de vue genre. Et puis, il y a l'ensemble de ce couple, le nous. Donc, 1 puissant n'égale pas 1, parce que sinon, eh bien, on risque d'être très violent, parce que savoir lequel, toi ou moi. 1 puissant n'égale pas 2, parce que je ne vois pas ce que l'on fait ensemble, c'est la dissociation, mais on peut l'être. Au moment de la sexualité, vous voyez, c'est C carré, c'est marqué à un certain moment, C carré permet de retirer cette fusion d'un coup, et on est chacun avec soi dans son propre érotisme, sa propre sexualité. Et puis vous avez ce magnifique tableau de ce couple qui s'embrasse et qui 1 puissant égale 3, qui pour moi est une évidence avec une partie éclairée, une partie sombre, car dans le 3, il y aura forcément une partie éclairée, une partie sombre. Et comme vous le voyez derrière, il ne s'agit pas de petits nuages dans un fond bleu ciel, mais bien d'orage possible et de bleu toujours quelque part, car après l'orage, le beau temps est toujours. Je vous laisserai lire, mais c'est la notion de polarité qui peut exister dans un couple et dans nos relations à l'autre, si on peut rester là. C'est la polarité. Dans l'érotisme, il y a la partie tendre, sensuelle, érotique, mais pas que. Il faut une forme aussi d'agressivité, il faut une forme de séparation, de sécaré pour se retrouver. D'où ne pas avoir peur de scènes de ménage, ne pas avoir peur des disputes, d'engueulades dans son couple, mais prendre après ce moment de dépense énergétique le temps de faire le point et d'en discuter, de se retrouver avec ses amants dans ce cadre et se retrouver à deux. Encore cette notion d'inconscient, deux fois. Ce matin, j'ai voulu quand même garder. Alors, on retrouve l'ombre. L'ombre de qui? L'ombre de quoi? L'ombre de qui? Bon, là, il s'agit d'une femme, a priori. L'ombre de quoi? C'est quel objet cette femme peut représenter pour elle-même, peut représenter pour l'autre, pour le regard. Et cette notion donc du symbole de l'oiseau que j'ai déjà parlé, que je ne vous redirai pas, qui est la notion de, entre guillemets, typiquement comme dans les opéras, de la femme volage, insaisissable. Mais est-ce qu'il s'agit que de la femme qui est volage, insaisissable? Rappelez-vous Don Juan, rappelez-vous Casanova, bien évidemment. Ces histoires genrées d'une autre époque peuvent très bien s'appliquer aujourd'hui autant à l'homme qu'à la femme, et peut-être que nous aussi, on a un objet, un oiseau comme autre. Encore une caricature de l'homme avec sa cravate, son costard, qui représentait certainement l'habit de René Magritte quand il sortait, non pas quand il peignait, dans lequel il a reçu cette pleine pomme en pleine figure. Donc là, le fond et avec un temps qui est quand même pas tout à fait serein, avec des nuages de pluie, ou peut-être ça, et il s'appelle le fils de l'homme, le fils de la femme, ou le fils du couple, ou le fils tout simplement, peut-être pour certains d'entre nous, de Dieu. Et cette pomme, c'est l'incompréhension de recevoir en pleine figure, en plein esprit, devant ses yeux, devant sa bouche, devant son nez, devant ses organes d'essence, cet aspect-là,
qui pousse, parce que vous remarquez que la pomme, elle est avec des feuilles, et elle existe, elle vit, elle est brillante, et qui pose toute la notion du conscient et de l'inconscient, et gardons bien au chaud sur un chapeau melon ce que M. Magritte veut bien nous voir de l'objet qu'il représente ici. Allons-y. Presque le dernier tableau, mais pas le dernier. L'art de la conversation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien ne peut se faire aujourd'hui dans le confinement sans la conversation. Alors, plusieurs choses à dire. Vous pouvez regarder à côté, c'est des petits trucs de conversation active que l'on peut mettre en place entre soi et l'autre. D'abord, le mouvement de l'eau, c'est amour, A-M-O-U-R. Ah oui, tiens, c'est pas vrai, on ne l'avait pas vu. Mais regardez le A où il va. Le A va rejoindre le ciel au fond et se fondre dans le paysage. Le dialogue, les émotions se font dans l'environnement dans lequel on est. Rien ne sera la même chose après, mais rien n'est la même chose aujourd'hui dans le confinement. Toutes nos émotions se font dans l'environnement spatial et temporel dans lequel nous sommes. Alors c'est encadré de deux massifs de cyprès, à droite et à gauche, qu'on pourrait représenter comme deux groupes de personnalités avec une frondaison des arbres derrière, mais la différence qu'il y a entre la gauche et la droite, c'est qu'à droite, il y a une maison avec des volets. L'un est ouvert, si vous regardez de très près, les deux autres sont fermés, qui est la partie de ce qui est de l'intérieur et de l'extérieur et de ce qui et du secret et de ce qui peut être partagé dans certaines parties du secret. Et tout cela nécessite bien, de mettre en œuvre toute la conversation que l'on peut avoir avec soi-même d'abord et avec l'autre, en sachant que ça aura un impact forcément dans notre environnement tel que le A d'amour vient fusionner avec le ciel. Et le dernier? Voilà, le dernier. Bon, c'était le tableau que j'avais ce matin. Bon, c'est le résumé. C'est pas moi qui ai dit que ça s'appelle les 6 déterminants, c'est René Magritte avec la façon dont il s'amusait au moment d'apéritif. À l'époque, il n'y avait pas de confinement entre artistes et dans lequel bon, ils ont vu ces 6 fenêtres. Parfois, il y en a 4 sur d'autres tableaux, mais là, il y en a 6. Qu'est-ce que l'on voit? On voit le feu. Je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'énergie, la passion, c'est la créativité, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. La symbolique du corps de la femme, de ses seins, le désir, évidemment, d'aller vers. C'est aussi le ventre, la notion du mystère qu'elle porte, de la vie qu'elle va donner grâce à la rencontre des gènes de l'homme et des gènes de la femme, car c'est une rencontre qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même. La forêt, elle est profonde, comme notre conscient et notre inconscient, comme tous nos secrets, un peu sombre, très feuillis, autant dans la base, pulsion sexuelle, que dans le haut, avec ces feuillages en haut qui peut être l'imaginaire ou toute la notion de créativité. En bas, à notre gauche, des fenêtres. Elles sont toutes fermées. Vous avez des secrets. Même aujourd'hui, ce n'est pas bon de partager tous ces secrets. Donc les garder pour soi, réfléchir dessus, ça nous permet de mieux se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, le monde, ton partenaire. Partie centrale, eh bien, nous sommes dans ces nuages bien connus de Magritte qui, pour moi, représentent l'imaginaire, une partie cachée, une certaine ouatée, puis une partie bleue, calme, indispensable. Enfin, les grelots. Bon, beaucoup de choses ont été dites sur les grelots de Magritte, mais comme vous le voyez, ils sont sur un fond gris, ils sont plutôt brillants. Ils ont une fente, certains auraient dit féminine, etc. Je ne vais pas interpréter ça de cette façon-là. Je vais vous donner ma propre interprétation. Ma propre interprétation, c'est que ces grelots représentent pour moi la résonance que je dois avoir et l'écoute que je dois avoir vis-à-vis de moi-même. Et Magritte disait que ces grelots, il les avait copiés sur les trilles de chevaux, donc portés par des chevaux. Ben, bien sûr que moi aussi, comme vous toutes et vous tous, autant femmes que hommes, nous avons tous nos chevaux sauvages à l'intérieur de nous, nos chevaux domptés, et les uns cliquent et résonnent d'une façon, et les autres résonnent de façon différente. Et c'est
cette écoute qui nous permet de savoir d'où l'on vient, où l'on va, ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, ce que l'on doit négocier de façon indispensable pour se respecter soi-même, respecter les autres et respecter son environnement. Je terminerai là-dessus, sur justement ces 6 déterminants qui sont pour moi typiquement la chance que nous avons à vivre dans cette grande rencontre avec nous-mêmes et avec l'autre dans cette période de confinement. À bientôt. Bon, merci beaucoup Thierry pour cette analyse, pour cette conclusion artistique. Donc c'était notre 7e Intimus déjà. Je vous invite à retrouver la vidéo encore une fois, sur le YouTube de la chaire Santé sexuelle et droits humains. Je vous invite aussi à nous retrouver vendredi pour une nouvelle session Intimus avec Pierre Bengozi. J'en profite pour remercier à la technique Pierre Le Golidec et ma collègue Grace, qui est l'animatrice de l'ombre que vous ne voyez pas, mais sans qui je ne pourrais pas travailler. En attendant, je vous souhaite tous une très bonne journée et puis à vendredi. À vendredi Thierry, merci. Au revoir.